et que les législateurs se sont emparés dans l'urgence de cette problématique. Le gouvernement a décidé d'une procédure d'urgence pour amener une loi pour calmer les esprits, et donc la loi a été définitivement adoptée par le parlementaire hier, avant-hier, le 30, au Sénat. Et donc maintenant on attend que le gouvernement fasse son travail pour faire ce qu'on appelle la partie réglementaire, et puis promulguer la loi pour qu'ensuite elle soit applicable. Alors, que dit la loi? Article 1, la fracturation hydraulique est interdite. Article 2, on met en place une commission Théodule chargée d'évaluer, d'expérimenter, enfin pas d'expérimenter, mais de promouvoir la chose et de réfléchir à la chose, parce qu'on se dit que ça serait dommage de s'asseoir sur toutes ces ressources et qu'il faut donc quand même étudier la faisabilité de ça. Article 3, les détenteurs de permis exclusifs de recherche, une fois que la loi est promulguée, ont 2 mois pour pondre un rapport et dire qu'il ne faut pas de fracturation hydraulique. Si dans leur rapport ils disent qu'il faut la fracturation hydraulique, leur permis est abrogé. Bon. Bien évidemment, ils ne le diront pas. Bien évidemment, on pense qu'ils vont déguiser d'une manière ou d'une autre, d'un point de vue sémantique, en jouant sur les mots, en disant qu'on ne fait pas de fracturation hydraulique. Et ce qui est curieux, c'est qu'on sait que les documents qui ont été remis à l'autorité compétente, c'est-à-dire à Bercy, pour instruire ces permis, ces demandes de permis, les études d'impact contenaient des éléments qui permettaient aux administratifs qui ont géré ces dossiers de savoir et de comprendre qu'ils allaient faire de la fracturation hydraulique. Donc déjà, on est un peu la tête à l'envers. C'est-à-dire qu'on leur a autorisé un truc dont on savait ce qu'ils allaient faire, et puis maintenant on leur interdit en leur disant trouvez une solution alternative. Et puis article 4, c'est le gouvernement a, dans le courant de l'année, chaque année, obligation de pondre un rapport sur l'avancée des réflexions, des travaux et tout ce qui peut suivre lié aux hydrocarbures non conventionnels, entre guillemets, c'est-à-dire huile et gaz de schiste et éventuellement gaz de houille, tous ces hydrocarbures qu'on ne peut pas forer, qu'on ne peut pas extraire sans procéder à la fracturation de la roche, à la différence avec des poches et des mines classiques. Là, il faut effectivement fracturer la roche. Donc voilà ce que grosso modo dit la loi. Alors maintenant, il faut examiner un peu le calendrier rapidement. Le gouvernement, en principe, a 15 jours pour promulguer une loi. Et pour promulguer la loi, eh bien, la mise en place de cette commission Théodule passe nécessairement par ce qu'on appelle l'avis du Conseil d'État, et que le Conseil d'État, doit travailler rapidement, et quand on connaît leur train de vie, pas sûr qu'ils fassent ça dans les 15 jours qui viennent. Mais mettons qu'ils fassent le boulot dans les temps. Ensuite, la loi est promulguée, donc grosso modo 14-15 juillet, enfin 13 ou 15 juillet, et ensuite, donc, les foreurs, ils ont 2 mois pour faire leur rapport. Donc 15 juillet, 15 août, 15 septembre. 15 septembre, il y a une chose très importante, enfin en septembre, il y a pour nous quelque chose d'extrêmement important, c'est que vous savez peut-être que des tas d'élus sur tous les territoires concernés par ces permis ont pris des arrêtés, ont fait adopter par le conseil municipal des arrêtés interdisant la fracturation hydraulique. Et qu'une 50aine d'entre eux, dont des élus du Gard, ont été attaqués au tribunal administratif, ou leurs arrêtés ont été attaqués au tribunal administratif, non pas par l'autorité, non pas par le préfet, mais par le détenteur du permis lui-même. Et donc, le juge, il va avoir à examiner les mémoires, les conclusions des 2 parties, et puis à convoquer tout le monde pour dire ce qu'il en pense. Et qu'il y a fort à parier que le juge, il va convoquer grosso modo dans la même période que cette remise des rapports. Ça va tomber le calendrier après, sauf si le juge se dit, oulala, j'ai intérêt à voir après ce qui est contenu dans le rapport, plutôt que de me prononcer et repousser ça. Ce qui est intéressant dans ce calendrier aussi, c'est qu'il y a un autre aspect fondamental de ce dossier, c'est que le gouvernement a fait en quelque sorte de procéder dans l'urgence à une loi pour cadrer la fracturation hydraulique et donc calmer les esprits, mais en même temps a planché sur la réforme du code minier, qui est totalement pas adaptée à aujourd'hui, à cette technologie-là, en tout cas à ces hydrocarbures-là, et il y a bien autre chose. Que ce dossier est en chantier du côté du gouvernement depuis un certain temps, et que M. Sarkozy a pondu une ordonnance modifiant le code minier en février dernier, mais que ces modifications n'ont toujours pas été adoptées par le Parlement. Les dossiers sont disponibles, les textes existent, on sait ce qu'il y a dedans. Fracturation hydraulique, on n'en parle pas. Conventionnel, non conventionnel, on n'en parle pas. Le code minier, on a oublié d'en parler. Enfin bref, ce texte doit être soumis à l'approbation du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale. Et au jour d'aujourd'hui, les documents existent, mais ce n'est pas encore inscrit à l'ordre du jour des 2 parlements. Il y a fort à parier, ça ne sera pas pendant la session extraordinaire qui a démarré et qui va finir là à la mi-juillet. Donc ça va, si c'est inscrit, ça va être à la rentrée. À la rentrée, il y a les sénatoriales en octobre, et puis après, au miracle, on rentre en campagne électorale, enfin certains d'entre eux rentrent en campagne électorale. Donc on se demande quand ce code minier va être réformé. Nous, ce qu'on dit,
c'est que déjà, il y a un déni de démocratie. Non seulement les permis ont été instruits dans l'opacité, non seulement les élus n'ont été pas prévenus, non seulement quand les élus se sont saisis du dossier, les élus parlementaires se sont saisis du dossier, ils ont tout de suite créé une commission, mais on n'a pas attendu les conclusions de cette commission parlementaire pour prendre des textes de loi et les faire adopter dans l'urgence par les parlementaires. Tout se fait à l'envers. Le code minier aurait dû le faire d'abord, et à partir d'un code minier révisé, dire on fait telle ou telle chose ou on interdit telle ou telle chose. Donc ce déni de démocratie fait que, eh bien, on doit garder la main. C'est vraiment une affaire de citoyenneté active, et que les élus des collectivités locales qui ont pris ces risques de pondre des arrêtés interdisant la fracturation hydraulique, eh bien, ce sont, dans cette bagarre citoyenne, des acteurs essentiels. On sait la pression que peuvent faire les pétroliers, les investisseurs sur les collectivités locales. Par exemple, ce jeu immonde qui consiste à dire on va vous installer une saloperie, une déchetterie ou je ne sais quoi, et on vous paye un gymnase, on vous paye une crèche ou on vous restaure la route. Ça, c'est du chantage, et ça, les élus l'ont bien compris. Certains d'entre eux se sont même vus proposer des sommes d'argent. Donc, du coup, pour nous, ce qui est extraordinaire dans cette mobilisation, et ça marche, et ça va marcher, c'est cette relation très forte de soutien, d'échange des savoirs entre élus et les citoyens militants, ou plus ou moins, ou pas du tout militants. L'autre point qui est très important, et je vais conclure avec ça, c'est qu'on vient d'avoir, et là aussi, on peut se dire qu'on garde le calendrier, on garde la donne, c'est qu'on vient d'avoir une piste de bagarre, d'offensive très intéressante. Des journalistes du New York Times ont eu accès à un nombre considérable de mails entre géologues américains, foreurs, techniciens du forage, investisseurs et pétroliers. Et qu'à l'analyse de ces mails, il s'avère qu'on a affaire en fait, en plus du scandale environnemental, des dégâts environnementaux, des dégâts économiques, locaux, dès lors qu'on fout en l'air des paysages et que donc du coup tout ce qui est éco-économie, environnement, économie, tourisme équitable, etc., tout ça peut se casser la gueule. Et bien en fait derrière ça, il y a une saloperie qui est la spéculation, le montage d'une bulle de spéculation pour que ça explose. Avec un montage financier ridicule qui fait que, aujourd'hui, des foreurs très importants comme Chesapeake aux États-Unis trichent sur les volumes qu'ils comptent extraire, ils commencent, ça fait quelques années qu'ils forent. Et bien que les simulations et les chiffres qui sont transmis aux investisseurs, les investisseurs ce sont ceux qui gèrent les portefeuilles des actionnaires, et bien ces chiffres sont des hypothèses. Et que donc on vend à d'autres investisseurs, à des plus petits, à des détenteurs de parts, des droits miniers sur des hypothèses dont on n'est pas du tout assuré. Et que parmi ces mails, il y en a un par exemple qui dit « Ah bah c'est pas grave, on va vendre ce puits, il y aura toujours plus pigeons que nous ». Donc on est vraiment dans une arnaque capitalistique absolument indécente, sur lequel des tas de petits porteurs de parts, et tant pis pour eux, américains, vont être lésés. Une nouvelle bulle spéculative, je dirais, à l'image, pour reprendre les paroles d'une amie militante que José et moi connaissons bien, Laurie Wallach, ce sont des vampires, il faut les démasquer. Moi je dirais pour conclure que nous avons jusqu'à maintenant, nous nous sommes adressés aux politiques. Les élus ont fait leur boulot, les élus de gauche ont fait leur boulot, les élus parlementaires, le gouvernement a pondu une loi qui est une mauvaise loi, au moins elle a le mérite d'exister, et eh bien elle confirme effectivement ce que nous disions, la fracturation hydraulique, on n'en veut pas, on va plus loin, on dit aussi, on ne veut pas de fracturation de la roche-mère, quelle que soit la technique de fracturation. Quand un sénateur dit encore il y a 2 jours devant ses pairs, mais on peut fracturer de l'arc électrique, mais on peut fracturer avec un mélange d'azote liquide et de méthane, ça c'est sur le papier, dans quelques laboratoires, les cadres de Total disent que c'est sur le papier et que pour l'instant il n'y a que la fracturation hydraulique avec les adjuvants chimiques qui peut marcher. Donc là déjà, je dis, les experts du gouvernement, ceux-là, eh ben, on ne s'est pas trompé de cible, il fallait qu'ils fassent leur boulot plus ou moins bien, ils l'ont fait. Les vrais ennemis, ce sont les foreurs, ce sont les investisseurs, ce sont les pétroliers, la plupart américains, qui sont détenteurs des brevets d'expérimentation, qui possèdent ces brevets, qui spéculent dessus et qui non seulement mettent à bas les économies locales, mais aussi mettent à bas tout le système pour faire un maximum d'argent. Et c'est qu'à mon sens aujourd'hui, ces vampires-là qu'il faut aller démasquer et qu'il faut aller dénoncer. Donc la prochaine étape, pour moi, et ça sera ma conclusion, pour nous tous, c'est de consolider, de renforcer cette dynamique citoyenne des collectifs locaux, de dire, par exemple, à tous nos amis, beaucoup d'entre eux le sont, touristes
aux résidents secondaires qui viennent de Grande-Bretagne, des pays du Nord, qui sont eux aussi concernés. En Grande-Bretagne, ils le sont grandement, puisqu'on fort hydrauliquement en Grande-Bretagne. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, un petit séisme provoqué par une fracturation hydraulique dans la région de Blackpool. Et de leur dire tout l'été, de dire à nos amis américains et canadiens, qui sont eux aussi mobilisés, qu'on reste mobilisés, donc de continuer cette information. Et le prochain rendez-vous, c'est celui de l'audience du tribunal administratif de Nîmes et du tribunal administratif de Lyon pour les soutenir, les 50 élus qui ont été attaqués par les vampires. Voilà, je vous remercie.